parler après Jacques Adou parce que, comme vous le savez, Edenred est une entreprise avec un caractère particulièrement successful et familial. Et je pense que la qualité de la gestion des ressources humaines d'Edenred explique le succès de cette entreprise qui vient d'accéder au CAC 40, ce qui est peut-être le rêve de beaucoup d'entre nous dans la salle. Alors, j'ai 8 minutes, Delphine, c'est ça? Donc, je vais vous dire 4 choses en 2 minutes chacune. La première, c'est que si ce prix des CODIR est remis, c'est sans doute parce que chacun de vos CODIR a géré les ressources humaines dans des conditions optimales. Donc, je vous dirai un mot sur la place de l'homme dans l'entreprise. Le deuxième point, c'est que je vous citerai une étude de McKinsey de juin dernier que j'ai trouvée particulièrement inspirante sur les entreprises qui réussissent, les caractéristiques d'entreprises qui réussissent. Le troisième point, c'est que j'évoquerai en quelques mots le choc du Covid et le choc de toutes les demandes sociales qui sont exprimées par nos salariés. Et enfin, en quatrième point, j'évoquerai ce qui est pour moi un CODIR efficace pour avoir une dynamique favorable en matière de ressources humaines. Donc, premier sujet, au fond, on aura vécu une révolution depuis le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, celui qui était important, c'était l'humain, c'était l'artisan. Il y avait très peu de gens qui travaillaient dans des grandes organisations. C'était la réputation de l'artisan, de l'agriculteur, etc. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, on a donné plus d'importance au capital. D'abord à la démographie, ce qui faisait la force des États, c'était la démographie. Puis ensuite, ça a été l'industrie et le capital. Et le capital a pris beaucoup d'importance au XIXe siècle. Et avec la société par action, on a eu des très grandes entreprises qui ont eu un peu tendance à déshumaniser la vie au travail. Et puis aujourd'hui, on en revient à la valorisation du capital humain. Il y a eu un prix Nobel en 1979 qui a eu ce prix par ses travaux sur la valorisation du capital humain. Et on a en fait, quelque sorte, fait la révolution, puisqu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, il y a une prise de conscience de ce qui est important, c'est la valeur de chaque personne. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est que tout ce que je viens de vous dire est, en quelque sorte, confirmé par une étude assez intéressante, donc publiée en juin dernier. McKinsey a distingué 4 catégories d'entreprises. Les entreprises qui sont concentrées sur leurs résultats et qui donnent la priorité à 100% à leurs résultats. Les entreprises qui sont focalisées sur le développement de leurs collaborateurs. Les entreprises qui ont une double focale, à la fois les résultats et les collaborateurs. Et puis les entreprises conventionnelles qui ne se distinguent par aucun marqueur spécial. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que contrairement à ce qu'on pourrait intuiter, ce ne sont pas les entreprises qui sont concentrées sur leurs résultats qui ont les meilleures performances économiques, mais c'est les entreprises qui ont ce qu'on appelle la double focale, c'est-à-dire qui se concentrent à la fois sur la performance opérationnelle et sur les ressources humaines. Et l'étude dit qu'elles ont 3,6 fois plus de chances d'accéder au statut de champions mondiaux et 4,3 fois plus de chances de se maintenir au moins 9 années sur 10 dans le premier quintile de la performance financière. Ça, c'est la première chose intéressante. La deuxième chose intéressante, c'est que selon cette étude, ces entreprises dites à double focale ne représentent que 9% des entreprises. Ce qui n'est pas très intuitif parce que, pour moi, c'est un peu comme M. Jourdain, le fait qu'il faut s'intéresser à la fois à la performance financière et à la performance humaine. Les entreprises qui sont concentrées strictement sur leurs résultats, c'est 21%. Les entreprises qui sont consacrées principalement sur le développement de leurs collaborateurs, c'est 15%. Les entreprises conventionnelles, qui ne se distinguent par rien du tout, c'est 55%. Donc c'est l'écrasante majorité, qui n'est pas représentée dans la salle, je présume. Et puis celles qui ont la double focale, c'est 9%. Voilà, donc ça, c'était le deuxième message que je voulais vous donner. Le troisième message, c'est qu'évidemment, cette importance de l'humain dans l'entreprise n'a été qu'accrue par le choc du Covid, la grande démission, la découverte de ce que pouvait apporter le télétravail, et tout ce qu'on a vu aux États-Unis, la démission silencieuse, la fragilisation de la santé mentale au travail, le plafonnement de la productivité, voire la baisse de la productivité, et des indices d'érosion du capital des talents qui ont été provoqués sans doute par des modèles bouleversés, donc par le Covid, et puis des chocs aussi comme la guerre en Ukraine, la crise des approvisionnements en matières premières. Ce à quoi s'ajoutent des demandes sociales qui sont nouvelles, la demande des seniors, qui considèrent qu'à partir du moment où on leur demande de travailler jusqu'à 68 ou 69 ans, il faut assurer le maintien de bonnes conditions de travail. La demande de la bonne inclusion des handicapés. On est stupéfait de voir qu'il y a 15% de la population qui est handicapée. Je vous citerai simplement un exemple tout bête, mais l'exemple des autistes. Il y a 800 000 autistes en France.
Un autiste qui est mis dans une maison spécialisée, il est en fait dans une camisole chimique qui ne se développera jamais. Un autiste qui est mis dans une entreprise, qui est mis au travail, il développe des qualités spécifiques qui sont exceptionnelles et qui peuvent le rendre tout à fait utile dans un travail. Je ne vais pas vous parler longtemps de ce sujet-là, mais je pourrais vous en parler longtemps. Il y a aussi les demandes des personnes qui sont aidantes. De plus en plus de personnes sont aidantes. Donc, il faut aussi que l'entreprise leur donne une place. Il y a le rôle des femmes qui, lorsqu'elles sont jeunes, sont absorbées par leurs enfants. Lorsqu'elles arrivent au milieu de carrière, sont préoccupées par leurs ados. Et lorsqu'elles arrivent en fin de carrière, sont préoccupées par le fait d'être aidantes de leurs parents. Donc il faut peut-être aussi s'occuper un peu d'elles. Donc toutes ces demandes sociales font que l'addition de la reconnaissance du rôle des humains dans l'entreprise et des demandes de plus en plus fortes qui s'expriment de plus en plus à l'occasion de tous les bouleversements qu'on a connus font que le rôle des CODIR est très important. Et je conclurai par là parce que j'ai déjà épuisé mes 8 minutes. Le rôle des CODIR est très important. Pourquoi ? Parce que le CODIR peut permettre d'apporter deux choses à l'entreprise. D'abord, trois choses. Le sens, donc c'est toute la question de la stratégie. La circulation de l'information. Une entreprise de qualité est une entreprise dans laquelle l'information circule. Et si elle ne circule pas entre les membres du CODIR, elle ne circulera pas entre les collaborateurs. Et enfin, troisièmement, c'est le CODIR qui peut valoriser les talents. Et je ne vais pas vous faire d'exemples théoriques, je vais vous dire ce que je fais chez ADP. C'est très empirique. Mais au bout de quelques années chez ADP, j'ai réalisé que je ne ferais jamais progresser cette entreprise si je gardais au sein de mon CODIR des directeurs qui ne recrutaient pas meilleurs qu'eux. En d'autres termes, vous avez deux catégories de directeurs, membres d'un CODIR. Vous avez ceux qui savent qu'il faut qu'ils s'entourent de meilleurs qu'eux et qui fassent progresser tout le monde dans leur écosystème. Et vous avez ceux qui sont en insécurité, qui par ailleurs ne sont pas forcément très talentueux, et qui ne recrutent que des moins bons qu'eux et qui gardent toute l'information pour eux. Et l'expérience que j'ai pu avoir m'a donné à penser que l'application du principe qu'il faut toujours virer les mauvais trop tôt, ça c'est un autre principe de management, mais que j'ai toujours appliqué avec bonheur, et quand je ne l'ai pas appliqué, je m'en suis voulu. Donc quand quelqu'un est mauvais dans le système, il faut vraiment ne pas hésiter à s'en séparer très vite, d'une part, et d'autre part, il faut vraiment veiller à ce que tous les collaborateurs que l'on a émettent de la lumière de façon à recruter meilleurs qu'eux et mettre une bonne dynamique. Et regardez une boîte comme la nôtre, nous avons 14 personnes dans le CODIR, eh bien 14 membres du CODIR qui pour chacun d'entre eux recrutent en moyenne 3 vedettes, ça veut dire que nous avons une entreprise avec 50 vedettes. Et je suis capable de vous donner les noms de plusieurs N-2 au sein du groupe ADP, dont je sais qu'ils seront un jour ou l'autre CEO ou DRH ou directeur financier, parce que ce sont des vedettes qu'on a identifiées et ces vedettes ont éclos grâce aux membres du CODIR. Donc je conclurai en saluant tous les membres du CODIR qui ont été sélectionnés par le jury réuni par Edgar Haddad, parce que j'imagine que vous aurez tout à l'heure plein d'expériences aussi à partager qui nous permettront de progresser pour assurer le succès de ces entreprises à double focale, donc performance financière, performance humaine, et au total, tout le monde sera satisfait. Merci de votre attention.